Et ce sera probablement un des mots de la campagne des municipales à Paris l'an prochain, campagne qui d'ailleurs est déjà assez largement entamée. Le mot, c'est marchepied. Attendez-vous à un défilé de candidats venant jurer la main sur le cœur que non, Paris n'est pas un marchepied pour accéder à d'autres fonctions encore plus nobles. Suivez leur regard, l'Élysée. À vrai dire, l'histoire leur donne plutôt raison. Histoire courte. Le maire de Paris, dans sa version élue au suffrage universel, n'a connu à ce jour que 3 titulaires, Jacques Chirac, Jean Tibéri, Bertrand Delanoë. Un seul président de la République. Non, décidément, Paris se suffit à elle-même. Mais quiconque administre la capitale ne peut se contenter, dans un pays centralisé comme le nôtre, d'assurer une simple fonction d'élu local. Paris cristallise de nombreuses problématiques qui intéressent l'ensemble du territoire, les questions du logement, des transports, de la gouvernance, des rythmes scolaires par exemple. Bref, avec énormément d'audace, nous pourrions affirmer ce matin qu'il y a un Parisien qui sommeille dans chaque citoyen français. Mais nous n'aurons pas cette audace-là. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Vous êtes donc la première adjointe au maire de Paris depuis 2001. Vous êtes en charge de l'urbanisme et de l'architecture, candidate à la succession de Bertrand Delanoë au municipal de 2014, membre du parti socialiste. Et vous venez de publier Mon combat pour Paris, quand la ville ose, chez Flammarion. Vous faites à la fois le bilan de votre action aux côtés de Bertrand Delanoë et ouvrage dans lequel vous déclinez votre programme pour la prochaine mandature. Alors, on ne peut pas vous reprocher de ne pas connaître Paris. On sent bien dans le livre que vous connaissez votre Paris sur le bout des doigts, les rues, les entreprises, les artistes, très grand nombre de vos administrés. Il y en a un, quand même, dont vous ne parlez pas beaucoup, me semble-t-il, et pourtant il habite dans votre arrondissement, le 15e, c'est François Hollande. Franchement, alors autant Bertrand Delanoë, vous n'êtes pas ingrate avec lui, hein, vous le citez beaucoup, autant François Hollande, il apparaît très peu. Ça veut dire quoi? En ce moment, il vaut mieux éviter de se référer au président de la République? Non, je ne fais pas de calcul et je soutiens bien sûr François Hollande. J'espère qu'il va réussir, que son gouvernement va réussir. Mais vous l'avez un peu oublié, là. Non, c'est un livre sur Paris et justement, je dis aussi dans ce livre que je n'ai pas voulu avoir d'autres implications dans la vie politique que celle d'un mandat pour Paris, celle de servir Paris. Et donc, bien sûr que j'évoque la présence de François Hollande. Il y a beaucoup de mesures qu'il porte, qui concernent bien sûr Paris. Des mesures d'ailleurs qu'il a prises récemment qui sont positives. Je pense aux décisions qu'il a prises sur le Grand Paris, sur notamment le transport, sur le logement. Tout ça, ce sont des mesures qui vont peser positivement sur la vie des Parisiens et des Franciliens. Et ce sont des sujets d'ailleurs sur lesquels nous reviendrons dans la deuxième partie. Alors bon, on voit bien que vous êtes relativement prudente et sans doute sincèrement à l'égard du président de la République. Il y a d'autres élus parisiens qui le sont un petit peu moins que vous. Alors on va rappeler Pascal Cherki, qui n'était pas très connu jusqu'à sa sortie d'avant-hier à l'Assemblée nationale. Il est député de Paris, maire du 14e arrondissement de la capitale, et aux journalistes qui l'interrogeaient, il a dit notamment ceci: quand on est président de la France, on n'est pas conseiller général d'un canton, ce qui n'est pas très sympa pour les conseillers généraux, donc on prend la mesure de la situation et on change de braquet. Quand on est le président de la deuxième puissance économique européenne, on doit se hausser au niveau et arrêter de jouer petit bras. Est-ce qu'il a eu raison de dire cela? Non, je désapprouve vraiment ce propos. Pascal Cherki est un ami, mais là, il est allé vraiment très loin. Et je ne Vous suis pas désapprouvez prudente. sur le fond ou sur la forme? Les deux, sur le fond et sur la forme. Je pense que on est dans une période extrêmement difficile. Le pays traverse une crise sans précédent. L'Europe, et je rejoins ce qui a été dit notamment sur la nécessité d'avoir peut-être une position plus forte, plus significative au niveau européen, parce que c'est là que la plupart des solutions peuvent être trouvées. Et donc, il faut prendre la mesure des difficultés que rencontre notre pays. François Hollande est un président, je crois, qui a quand même apaisé en grande partie le débat politique, si on compare à ce qui se passait auparavant. Si on fait abstraction de ce qui s'est passé cette semaine, quand même. Oui, alors, oui, enfin, pas vraiment un climat apaisé. C'était pas lui qui était à l'origine, je dirais, des propos. Il y a une violence, c'est vrai, du débat politique
politique qui m'inquiète beaucoup, vraiment. Je trouve ça très inquiétant. Et alors, justement, vous l'analysez comment? Sortons de l'anecdote de ce qu'a dit M. Cherki. Il l'a dit. Mais ça signifie quoi? Alors, d'abord, au niveau du Parti socialiste, il y a du chahut dans la classe, incontestablement. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénat aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'autorité de la part du président? Non, je crois que nous sommes dans une situation qui est déstabilisante pour tout le monde. C'est vrai que les repères sont des repères que beaucoup ont perdus. C'est vrai que les résultats de la politique qui est conduite tardent à venir, mais les décisions qui ont été prises en matière d'emploi, ce qui se fait là, notamment la transposition de l'accord interprofessionnel, qui est une façon de redéfinir le dialogue social dans le pays, et on ne s'en sortira pas sur le front de l'emploi, sur le front du travail, sans qu'il y ait un dialogue retrouvé entre partenaires sociaux et patronat. Bref, beaucoup de choses sont mises sur les rails, produiront des effets, mais n'ont pas encore produit des effets. On serait dans un entre-deux. Et je voudrais compléter ma question. On vient de parler de pourquoi les choses sont dites de cette façon au PS, mais sur l'ensemble du débat politique, il y a une montée en tension. Oui. Vous avez entendu, il y a un certain nombre de mots, salopard, qui est sorti la semaine dernière. Et ça, vous l'analysez comment? Parce que vous dites que ça s'est détendu sous Hollande, mais ce qu'on entend, c'est que c'est plutôt tendu. Alors, ce qui s'est détendu, c'est la façon d'exercer la fonction présidentielle. Et je crois que là-dessus, chacun peut en convenir. Il y a eu quand même un changement de style qui était quand même appréciable. La question des résultats, elle est attendue. Voilà, c'est clair que la confiance reviendra quand on commencera à engranger des résultats sur le front du chômage. Pour ce qui est du débat politique, je vous le disais, moi je suis très inquiète. Je crois que les responsables politiques, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, doivent calmer le jeu. Calmer le jeu et apporter des arguments, apporter des éléments, qu'on s'affronte sur quel type de politique il faut conduire au niveau européen. Est-ce qu'il faut renverser la table? Est-ce qu'il faut au contraire continuer à essayer de tenir ce lien avec l'Allemagne? Ça, ce sont des choix politiques qui doivent être débattus. Mais les attaques sur les personnes, qui sont quelque chose qui monte d'une façon incroyable, cachent et masquent véritablement, je crois, chez beaucoup de politiques, les éléments de fond. Voilà. Oui, mais Anne Hidalgo, je voudrais vous poser la question d'Hubert Bertas, mais à l'envers, si vous permettez. Il évoquait peut-être un manque d'autorité de la part du chef de l'État. Est-ce qu'il n'y aurait pas également un excès d'autorité de la part de la majorité actuelle? C'est-à-dire qu'on a aussi l'impression que dès qu'il y a une voix discordante au sein de la majorité, donc j'exclus le front de gauche de cette majorité, vous serez, j'imagine, assez d'accord là-dessus, dès qu'il y a une voix discordante, on la rappelle alors en disant non, attention, on est en période de crise, on ne peut pas se permettre de dire du mal. Donc quand tout va bien, il n'y a pas de raison de dire de mal. Quand tout va mal, il faut être soudé et ne rien dire. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait du débat sur le fond, sur les choix, sur les orientations, sur la méthode, mais le débat qui porte sur les personnes et qui sont des attaques ad hominem, ce qu'on a entendu toute la semaine, c'est insupportable. Et on est en train de vraiment d'abîmer le débat démocratique. Les Français n'ont pas besoin de ça. Quand je dis de l'apaisement, c'est pas de l'apaisement sur la confrontation d'idées. Elle est salutaire. Que la droite ait un projet différent de la gauche, ça me paraît une évidence. Et c'est bien que ce soit exprimé ainsi. En revanche, les attaques sur les personnes, c'est insupportable. Ça va vers une forme de populisme qui est extrêmement dangereuse pour la démocratie et qui n'apporte rien. Sur le fond, Anne Hidalgo, hier, publication d'une étude de l'INSEE sur le pouvoir d'achat des Français, baisse du pouvoir d'achat en 2012 de 0,4%. Et ce que disent les statisticiens, c'est que cette baisse du pouvoir d'achat, elle est essentiellement due à la hausse des impôts sur le second semestre. C'est quand même terrible de se dire qu'un gouvernement de gauche est responsable de la baisse du pouvoir d'achat. Alors certes, François Hollande ne s'est pas fait élire en disant « je serai le candidat du pouvoir d'achat », il a bien fait. D'ailleurs, celui qui l'avait fait n'avait pas réussi sur le pouvoir d'achat. Sauf que ça n'avait pas baissé sous son quinquennat. Comment est-ce que vous réagissez à ce genre d'études? D'abord, je pense que les mesures qui ont été prises en matière de politique fiscale pour redonner de la justice
justice et de la justice fiscale, ça c'était attendu. Le bouclier fiscal de l'époque de Nicolas Sarkozy, chacun s'accordait à dire qu'il était mauvais aussi pour l'économie et mauvais socialement parce que le poids de l'impôt pesait essentiellement sur les classes moyennes. Donc il y a eu un rééquilibrage. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut faire attention. Voilà, moi je ne suis pas pour qu'on ajoute de nouveaux impôts. J'aurais aimé une grande réforme fiscale qui remette. Vous le regrettez ou vous la regrettez plat. aussi, cette grande réforme qui n'a pas été faite? Peut-être qu'elle sera faite, mais en tous les cas, je pense que cela permettrait effectivement d'exprimer les choses, non pas mesures juxtaposées les unes à côté des autres, mais donner du sens. Moi, je pense que ce dont ont besoin les Français, c'est effectivement de savoir quel est le cap, où on va. Je pense que beaucoup sont prêts à beaucoup de sacrifices s'ils sont répartis justement, et c'est le sens des mesures fiscales qui ont été prises depuis un an maintenant. Et on aura peut-être une meilleure idée du cap ce soir avec l'intervention de François Hollande. Oui. Hubert. À propos de cette intervention, vous n'ignorez pas qu'il y a eu une grande manifestation à Paris. Oui. Ce dimanche, il y a eu un certain nombre d'incidents. Hier, la préfecture a confirmé qu'il y avait 300 000 manifestants, ce qui fait dire aux organisateurs que c'est un mensonge d'État. Ce soir, Virginie Télène, alias Brigitte Bardot, en appelle à une manifestation devant France 2. Vous ne craignez pas de nouveaux incidents ce soir? Et comment réagissez-vous au climat et au débat, ou si on peut appeler ça un débat, qui a suivi la manifestation de dimanche? D'abord, cette manifestation, elle n'était pas autorisée sur les Champs-Élysées et des groupes dans l'organisation de cette manifestation ont tout fait, je crois, pour attiser la situation et aller vers ces scènes qu'on a vues, qui sont quand même des scènes de grande violence. Et donc, tout cela a été, je crois, condamné. Il faut, là aussi, faire attention. Les responsables... Vous n'exagérez pas quand même un chouïa le grande violence. Il y a eu vraiment... C'est toujours impressionnant quand on voit les images, mais je ne suis pas sûr que la réalité était à ce point violente. Il y a eu des actes violents et puis de la provocation, très clairement, de la part d'un certain nombre d'organisations bien connues pour ne pas être, je dirais, au centre de l'échiquier politique. Donc, tout cela s'est déroulé. La loi a été votée. Qu'il y a un droit à manifester, c'est pas moi qui vais exprimer une position contraire. Voilà, chacun peut aller manifester et la rue est aussi un espace de débat public. Mais il y a eu un vote de la loi et je ne voudrais pas que ces manifestations tournent à quelque chose qui ressemble presque à de l'antiparlementarisme. Pas pour ceux qui de bonne foi considèrent qu'ils expriment leur opinion, mais pour une partie des groupes ou des groupuscules qui sont dans ces organisations qui sont contre aujourd'hui le mariage pour tous, il y a quand même des relents, je trouve, d'antiparlementarisme qui là aussi m'inquiètent beaucoup. Attendez, pardonnez-moi, où est-ce que vous voyez de l'antiparlementarisme dans des manifestations qui se déroulent alors que la loi n'est pas définitivement adoptée? Donc on est quand même dans le débat démocratique normal, oui, non? Elle a été adoptée en première lecture quand même. Il y a eu un fait important. Il va y avoir le Sénat, il va y avoir le retour à l'Assemblée, mais la loi a été adoptée. Ce n'est pas la même chose de manifester avant et de manifester après. On a le droit de manifester, ce n'est pas le sens de mon propos. Mais dans ce que j'entends de certaines organisations qui sont partie prenante et très activistes dans la manifestation qu'on a vue dimanche, je dis qu'il y a effectivement une mise en cause. Vous savez, c'est un sujet qui a beaucoup occupé le débat politique et philosophique. Est-ce que c'est la loi des hommes ou est-ce que c'est une loi divine qui doit finalement régir les relations entre les femmes et les hommes dans la société? Très clairement, c'est la loi des hommes, c'est-à-dire celle qui se vote au Parlement. Il y a une majorité parlementaire, il faut la respecter. Un tout petit mot sur Paris avant naturellement de revenir, et notamment à l'élection qui va se préparer après 8h15. Mais vous dites essentiellement Paris n'est pas un marchepied. Bien entendu, mais vous convenez quand même que le contexte général de la France, le climat, va peser sur ces élections à Paris, et convenez aussi que si Paris devait être perdu par la gauche, ce serait quand même sur le climat général de la France une information très importante. Et si vous pouviez en convenir en quelques petits mots? En quelques petits mots, bien sûr que le climat national va peser sur Sion, mais je veux aussi que ce soit un moment démocratique pour les Parisiens, et ils ont droit à ce moment démocratique, et venir
venir se servir de Paris pour en faire autre chose ne les aiderait pas beaucoup à trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens, parce qu'un maire, ça sert aussi à trouver des solutions au quotidien. Là, vous venez de parler de NKM. Non, de toutes celles et ceux qui pensent que c'est un marchepied. Alors, on vous retrouve. Et France Culture, il est 8h16. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, candidate à la succession de Bertrand Delanoë. Ce sera les municipales de 2014. Avec vous, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons notamment parler de rythme scolaire, de logement, de politique économique. Mais c'est l'heure pour l'instant de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Hervé Gardette. Et vous êtes intéressé ce matin au think tank lancé par l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, Osez Paris. Et oui, j'apprends en effet, Anne Hidalgo, que vous avez créé votre think tank. Il s'intitule, vous le disiez Hervé, Osez Paris, et vous en avez confié la responsabilité à Jean-Louis Missica, que nous autres journalistes avons souvent mis à contribution pour ses compétences en matière de médias. Hervé Gardette le disait hier, la lecture des think tanks fait partie de mes activités professionnelles en tant qu'animateur d'une chronique sur cette antenne qui leur est consacrée, l'hebdo des idées, chaque vendredi à 17h55. Je fais un peu de pub, Hervé. Oui, ça fait 2 jours de suite quand même. Non, parce que mes copains m'ont fait remarquer hier que j'avais oublié de donner l'heure. Alors donc c'est vendredi 17h55, l'hebdo des idées. Et en tant que journaliste dans la presse économique, puisque j'ai une double page sur les think tanks dans Enjeu les Échos. Voilà, ça c'était le CV de Brice Couturier. Voilà. Non, mais vous pouvez acheter Enjeu les Échos, il est encore en vente, c'est excellent. Pour avoir longtemps déploré personnellement la faiblesse de la France sur ce front, j'aurais donc toutes les raisons de me réjouir de voir la candidate du Parti Socialiste à la mairie de Paris saisir l'intérêt de disposer d'une telle boîte à idées, puisque vous savez que notre direction n'aime pas qu'on dise think tank, mais qu'elle préfère qu'on dise boîte à idées. Et pourtant, quelque chose me chiffonne, et je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'un think tank ? C'est un réseau d'experts destiné à mobiliser la société civile au service de la résolution de problèmes qui la concernent. La formule a été imaginée par des anglo-saxons au tournant des 19e et 20e siècles, c'est pas récent, avec la Fabian Society londonienne qui a longtemps fourni en idée de réforme la gauche britannique. Puis vint le Carnegie Endowment for International Peace aux États-Unis qui demeure, aujourd'hui encore, l'une des meilleures sources d'analyse en matière de politique internationale. Il y aurait à l'heure actuelle environ 6600 think tanks répartis dans 182 pays. Chez nous, par tradition, l'État s'occupe de tout et l'idée d'aller chercher des idées de réforme dans la société civile paraît encore quelque peu incongrue. Avec ses centres de recherche, ses laboratoires universitaires, ses agences, ses hauts comités, ses hautes autorités, l'État détient un monopole de fait sur l'expertise. Et même s'il lui arrive de laisser les partenaires sociaux négocier entre eux des réformes du droit du travail, c'est le Parlement qui rédige in fine la loi, comme on le voit en ce moment avec l'accord emploi. Quand les décideurs politiques prétendent aller consulter la société, par exemple dans des comités de quartier, c'est rarement pour écouter, j'y ai assisté, mais bien plutôt pour communiquer. Ils viennent expliquer des décisions déjà prises. Pour des raisons qui tiennent à notre culture politique, la communication tend à descendre du sommet, ceux qui savent, vers la base, ceux qui appliquent. L'idée d'une expertise collective mise en avant par le Web 02 et les partisans de la démocratie participative n'a guère pénétré notre classe politique. Une exception notable, Désir d'avenir, lancé par Ségolène Royal au profit de sa campagne aux élections présidentielle de 2007, mais Désir d'avenir n'a jamais pris la forme d'un think tank constitué. Il n'en avait pas la prétention. Le site avait une vocation de témoignage, de prise de parole. Dans les pays anglo-saxons, familiarisés depuis longtemps avec cette formule, on qualifie souvent les think tanks d'universités sans étudiants. Ils réalisent spontanément ou sur commande des études de haut niveau, débouchant toujours sur des propositions concrètes. Les uns sont dévolus à la promotion d'une cause spécifique comme la défense de l'environnement, la promotion des droits de l'homme ou la gestion de l'État-providence. Plusieurs se comportent en réalité comme des instituts de recherche au service des partis politiques pour lesquels ils mobilisent des compétences parfois pointues. Ils ont alors l'immense avantage de pouvoir lancer des idées neuves, originales, des ballons d'essai que le parti en question peut ensuite faire sienne ou non. Alors à quelle catégorie appartient Osez Paris ? C'est, me semble-t-il, une institution d'une toute autre nature, telle que de nombreux dirigeants politiques sont en train d'en créer, ou en ont créé ces derniers temps. Citons Jean-François Copé avec Génération France, Nathalie Kosciusko-Morizet avec Action Durable Novatrice, ADN. Ce sont, à mon avis, de simples relais de communication sur Internet. Alors baptiser think tank de tels instruments risque de brouiller les cartes et de décrédibiliser les vrais,
Terra Nova, Fondation Jean Jaurès à gauche, Fondapol et IFRAP à droite, pour citer les principaux. Bah alors Anne Hidalgo, où sont les idées nouvelles dans Oser Paris ? D'abord, c'est vrai que c'est une association qui s'est créée aussi pour soutenir ma candidature. Ça, je suis claire là-dessus. Mais en même temps, c'est vraiment une association qui fait venir des personnes qui sont engagées dans la vie citoyenne ou pas, qui sont engagées politiquement ou pas, et qui travaillent ensemble sur des sujets concrets et qui font aujourd'hui parvenir des propositions sur lesquelles je m'appuierai, bien sûr, pour arrêter le projet pour les Parisiens. Donc, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas simplement un cercle où on se réunit pour échanger des idées et des propositions, mais ça a une vocation politique, au sens où, ça appuie ma candidature et le projet que je porterai. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 700 propositions. On a mis en place avec Jean-Louis Misica un système d'ailleurs de vote sur ces différentes propositions. J'envisage d'ailleurs une consultation beaucoup plus large, mais ce n'est pas que sur Internet. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue, bien sûr, que le net, et on l'utilise de cette façon-là, permet de faire travailler des gens qui ne se rencontrent pas habituellement et qui n'ont pas beaucoup de temps à donner à la chose publique. Mais en même temps, on a fait des très très belles rencontres. J'ai fait une rencontre samedi dernier sur la ville-monde. Je peux vous dire que les associations qui étaient là et qui ont apporté des propositions sur ce thème sont extrêmement utiles et vont au-delà de ce que les partis politiques peuvent faire traditionnellement. Alors l'idée de consulter les citoyens, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans votre livre Mon combat pour Paris. Anne Hidalgo, en même temps, à un moment donné, vous écrivez « Le rapport entre démocratie représentative et démocratie participative doit être clarifié. La concertation ne peut remettre en cause des projets pour lesquels une équipe a été élue. » Alors je voudrais qu'on essaie d'en voir une des applications qui ressort de l'actualité du moment, c'est la question des rythmes scolaires. Alors voilà un sujet sur lequel il y a eu une consultation. Certes, il y a énormément d'opposition aujourd'hui et malgré ces oppositions, il y a d'ailleurs une journée d'action qui a lieu aujourd'hui. On entendra dans un instant les propos d'un représentant CGT de l'enseignement en primaire, mais malgré cette opposition, la mairie de Paris, lundi, le Conseil de Paris, a voté pour l'application de la réforme des rythmes scolaires dès 2013. Alors ça veut dire que oui, on prend l'avis des gens, mais quand il est contraire au sien, on applique quand même la loi comme on avait décidé de le faire. D'abord, sur les propositions que je fais en matière de consultation citoyenne, je pense qu'il faut aller très très en amont. C'est ce que j'ai expérimenté d'ailleurs sur un certain nombre de projets d'aménagement à Paris, c'est de consulter non pas au moment où nous, les élus, on a élaboré le projet, mais en amont. Par exemple, sur un quartier qui est Bercy-Charenton, on consulte les citoyens sur le diagnostic urbain, c'est-à-dire très 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 en amont pour pouvoir ensuite travailler ensemble. Bon, les rythmes scolaires, il y a effectivement eu une consultation, une concertation, d'ailleurs des réunions publiques qui ont été très vives, qui ont été des moments assez forts d'opposition de la part notamment des enseignants, mais aussi d'une partie des parents. Nous avons décidé de poursuivre cette concertation et de voir quelle était la majorité politique qui se dégageait au Conseil de Paris. Et nous avons décidé, le maire a décidé d'avancer s'il avait une majorité politique pour pouvoir effectivement mettre en œuvre les rythmes scolaires dès la rentrée de 2013. Il se trouve qu'on a eu cette majorité politique et qu'en plus, on est en mesure de mettre les moyens, d'ajouter des personnels pour s'occuper de nos enfants. Et pourquoi attendre un an de plus alors qu'on est prêt? Pourquoi faire subir aux petits gamins, aux 137 000 petits Parisiens, des rythmes qui ne sont pas bons? Pourquoi les priver de 2 demi-journées qu'ils vont pouvoir avoir avec des artistes, avec des gens qui vont leur ouvrir un horizon nouveau, cet horizon nouveau servant aussi à la réussite scolaire? Alors, donc voilà les questions qu'on a mis sur la table et sur lesquelles on a tranché, parce que le politique est là aussi pour trancher, bien sûr. Sur cette question des moyens et sur le fait de savoir quel peut être l'impact de la mise en place de cette réforme dès la rentrée 2013, je vous propose d'écouter Anne Hidalgo. Yvon Guénier, il est secrétaire national de la CGT Éducation. Il appelle aujourd'hui avec Sud et Force ouvrière, qui sont des syndicats minoritaires dans le primaire, à une journée de grève nationale pour dénoncer cette réforme. Et il est interrogé par Hakim Kasmi. Il y a des municipalités qui ont déjà fait savoir que le rallongement de la journée se ferait par exemple au moment de la pause méridienne.
La pause méridienne, c'est de 2 heures, 1h30 minimum actuellement. Généralement, c'est 2 heures dans les écoles. Jusque-là, il y avait des animations qui pouvaient être organisées, mais la plupart bon nombre de mairies disent que finalement, il suffit de rallonger la pause méridienne, qui est le pire moment de la journée quand on récupère les gamins après, parce que c'est pas satisfaisant en termes d'encadrement, parce que ça coûte moins cher, parce que employer des personnels non formés à l'animation, des personnels de mairie non formés à l'animation conforme à la va-vite en quelques heures, comme si c'était comme ça qu'on apprenait un métier, ce n'est pas bon. Donc vous allez avoir des gamins qui vont avoir exactement la même amplitude de classe dans la journée, 8h30, 16h30, que les parents ne pourront de toute façon pas forcément récupérer à 16h30. La plupart des gamins sont à l'école de 8h du matin à 18h le soir, c'est le minimum. Et à l'arrivée, où est l'intérêt du gosse ? Vous prenez des villes riches, parce qu'il y aura des villes riches, il y a des villes qui ont les moyens, qui pourront faire des choses qui ne seront peut-être pas inintéressantes, mais c'est pas la majorité des communes françaises. Les collectivités locales sont exsangues, on le sait, elles visent surtout à mettre quelque chose en place qui soit le moins cher possible, parce qu'elles ne peuvent pas payer. C'est bien pour ça qu'elles ne veulent pas le mettre en place en 2013. Dans ces écoles, on va créer une inégalité territoriale entre, effectivement, si vous me permettez l'expression, dans Paris 16e, sans faire de la caricature, ça sera culture et activité culturelle, pas de problème. Et en banlieue parisienne, dans le 93, ça sera ballon ou ballon. C'est ça la réalité de ce qui va se produire. Alors Anne Hidalgo, est-ce que ça veut dire que Paris est une ville riche ? Est-ce que ça peut contribuer à la mise en place à Paris de cette réforme des rythmes scolaires à accroître les inégalités territoriales ? Bien au contraire, c'est fait pour justement remettre de l'égalité. Vous savez, aujourd'hui, les enfants qui sont effectivement de familles qui ont les moyens de leur assurer des activités extrascolaires, ces enfants-là ont accès à la culture, ont accès au monde des arts et les autres non. Moi, je suis désolée, j'ai eu cette discussion souvent dans les réunions publiques, permettre à des enfants, pour certains dont on ne parle pas le français à la maison, pour d'autres dont les parents sont soumis à de telles difficultés qu'ils s'occupent plus de leurs enfants, leur permettre d'avoir un temps qui va être un temps apaisé, un temps d'ouverture, c'est remettre de l'égalité. Parce que vous savez, ce temps-là, il sera financé par la mairie de Paris ? Vous l'avez budgété ? Ce temps-là, bien sûr, il est financé. Donc, on a un budget de 40 millions d'euros par an. On a également, qu'on ajoute, on a également la Caisse des allocations familiales qui va nous aider. Vous savez, ce qui joue dans les inégalités en matière de réussite, c'est bien sûr aussi ce temps mal organisé pour les enfants. Prenez la Finlande, qui est le pays où les enfants travaillent le moins dans la journée et le moins sur l'année. C'est là où il y a les taux de réussite scolaire les plus importants. Alors bien sûr, ça ne passe pas que par le temps périscolaire et le gouvernement a mis des moyens pour la formation des enseignants, a remis des postes. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas être dans cet état de crispation parce que à Paris, on a choisi de faire ce que l'on est en mesure de faire dès la rentrée 2013. C'est pour le bien des enfants et il y aura aussi un progrès social pour les adultes qui s'occupent des enfants. Hubert Bertas. Oui, je vais prendre un peu la place d'Agnès là, pour poser une question à propos d'économie. Vous parlez beaucoup d'économie. Oui. Et notamment de votre certitude que l'avenir économique de Paris passe par l'économie sociale. On ne sait pas trop bien ce que c'est que cette économie sociale. Au Parti socialiste, on en parle traditionnellement depuis bien longtemps. Vous pensez que justement cette notion bien traditionnelle, un petit peu incernable, peut réellement être l'avenir économique de Paris et comment ? Il y a plusieurs secteurs. Il y a celui-ci et puis il y a aussi le secteur des entreprises du numérique, oui. Donc la nouvelle économie. Mais les entreprises sociales et solidaires, il y a une grande mutation dans ce secteur. Il y a une partie de ce secteur qui relève des grandes associations qui travaillent sur la solidarité. Je pense à Emmaüs, je pense à Aurore, à ce type de grandes associations qui travaillent vraiment, je dirais, avec des services pour aider les plus démunis. Et puis, il y a une mutation de ce secteur vers ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Il y a beaucoup de jeunes aussi. D'ailleurs, ça doit sûrement quelque chose au fait que HEC a créé un master d'économie sociale et solidaire et qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes en quête de sens, des jeunes diplômés qui ont fait les grandes écoles, en quête de sens, ont envie de s'impliquer dans le monde économique, dans l'entreprise, mais avec une éthique. Alors, l'éthique, c'est à la fois dans le fonctionnement de ces
ces entreprises-là. En général, il y a des rémunérations qui sont beaucoup plus équilibrées que ce que l'on trouve dans les entreprises classiques, et du sens aussi par rapport au sujet que portent ces entreprises-là. Et ça peut suffire à assurer un développement économique? En tous les cas, c'est pas le seul élément. La capitale, Paris, est bien sûr appuyée sur une activité, celle du tourisme, du commerce, qui est quand même 29 millions de touristes à Paris l'année dernière. Donc, il y a une économie très importante qui est portée par ce secteur traditionnel pour nous. Il y a 2 pistes que j'ouvre dans mon livre et qui me permettent de dire que dans une grande ville, dans une grande métropole et même dans un contexte de mondialisation, on a des marges de manœuvre au niveau local. C'est le secteur du numérique et des startups, et Paris est aujourd'hui devant Londres en matière de création d'entreprises du numérique. Et puis le deuxième secteur qui me paraît très très important, qui est très porteur d'emplois, c'est celui de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire, où nous sommes aussi dans une position de leader. On a des marges de manœuvre, ça veut dire que vous avez dans une ville comme Paris les leviers économiques qui permettent de favoriser une forme d'industrialisation de la capitale? Alors, quels sont nos leviers? Il y a un levier économique. D'abord, il y a une intervention économique de la ville. Quand une ville comme la nôtre investit 1,7 milliard par an pour faire du logement, de la construction, du bâtiment, etc., des services à nos concitoyens. Donc la commande publique. La commande publique est une intervention économique très forte. Et puis, il y a aussi des leviers qui passent bien sûr par des financements publics, mais qui sont la création de nos incubateurs, de nos pépinières. Justement, Jean-Louis Missica, dont on parlait tout à l'heure, a généré, par le travail qu'il a fait en tant qu'adjoint, 100 000 mètres carrés de pépinières et d'incubateurs dans lesquels viennent des entreprises, des jeunes créateurs d'entreprises. C'est des lieux d'hybridation aussi. Les jeunes qui viennent avec un projet, qui sont épaulés par ceux qui portent ces incubateurs et ces pépinières, génèrent et créent des entreprises qui créent de l'emploi. Et il y a là une dynamique très intéressante qui se fait beaucoup, par exemple, dans le domaine des biotechnologies, beaucoup dans des secteurs qui relèvent du développement durable, beaucoup dans le champ de la médecine, et qui sont souvent appuyés sur l'excellence. Vous savez, quand vous avez, par exemple, l'école de physique et de chimie de Paris, qui est l'école des prix Nobel, qui a créé justement à l'intérieur de cette école un lieu où chercheurs, jeunes entrepreneurs se mettent ensemble, et sur chaque innovation, on brevette l'innovation, et derrière, il y a la start-up qui est créée. Je peux vous dire que ça produit de la valeur et de l'emploi. Alors tout à l'heure, Hubert a pris la place d'Agnès Benassi-Carrière. Est-ce que Agnès va prendre la place d'Hubert Huertas? Je serais incapable de prendre la place d'Hubert. Qu'on soit social, solidaire, capitaliste ou start-up, il y a quand même un problème à Paris, c'est qu'il faut louer des bureaux et il faut loger le personnel. Or, Paris a subi une hausse du prix de l'immobilier absolument dramatique, bien plus forte qu'ailleurs, et la correction n'est même pas très sûre, récente et pas très engagée. Même depuis la crise, les prix se sont tassés mais sont repartis à la hausse. Là, ça s'est retourné récemment. Donc, quand on regarde, je vais faire un petit peu de publicité, comme Brice Couturier. Donc, le Conseil d'analyse économique a récemment sorti... dont vous êtes membre. Oui, une note compris. Voilà, sur les prix de l'immobilier, et en particulier en région parisienne. Il y a un problème à Paris intramuros, qui est que depuis 1968, si les chiffres sont corrects, la hausse du nombre de logements qui ont été construits à Paris intramuros correspond à la hausse du nombre de résidences secondaires. Donc en fait, ce sont des non-parisiens qui ont absorbé ces créations de logements. Donc on a un problème d'offre absolument terrible. Alors dans votre livre, vous lancez une piste qui est Paris Métropole. Donc c'est un sujet récurrent, le Grand Paris. Enfin comment? Mais je voudrais vous poser la question concrètement. Vous donneriez par exemple à qui le soin de délivrer les permis de construire? Alors, d'abord, sur l'offre de logement, vous avez raison. Nous, on a apporté des solutions dans le champ sur lequel on pouvait agir, celui du logement social, qui touche aussi les classes moyennes, notamment les petites classes moyennes. Et donc, nous avons produit 70 000 nouveaux logements à Paris, avec des programmes de construction. On a relancé des zones d'aménagement dans Paris qui étaient quand même en panne avant 2001. Donc, on a fait la part qui
nous concerne. En même temps, il est clair que pour pouvoir avoir une production de logements supérieure, il faut aussi faire en sorte que on puisse produire du logement pour les classes moyennes et les jeunes actifs, c'est-à-dire du logement privé, mais du logement à un tarif qui soit moins cher que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et là, il y a plusieurs pistes. Je pense que d'abord, le Grand Paris, c'est-à-dire avoir une unité de commandement pour décider de la production de logements, me paraît quand même la piste à poursuivre. Et je suis très heureuse des arbitrages qui ont été rendus par le gouvernement sur ce sujet-là. Si on a une instance métropolitaine qui détient les moyens, qui peut effectivement rééquilibrer, faire en sorte que les investisseurs privés puissent investir là où il y a du foncier disponible, et notamment la zone dense, là, et quand même le territoire sur lequel il y a du foncier disponible, je pense qu'on fera quelque chose de positif. Ça veut dire qu'il faut mutualiser la politique du logement. Oui. Ça veut dire que ça ne peut pas se restreindre uniquement à Paris. Il faut l'envisager de manière plus large. Et pour les autres communes, parce que vous avez des communes qui font beaucoup d'efforts pour construire. Vous avez des maires bâtisseurs et des maires qui disent « je ne vais surtout pas bâtir, comme ça je m'assure une élection tranquille ». Et donc il faut là aussi rééquilibrer, ne heurter personne, mais il faut prendre en considération qu'on a vraiment une communauté de destin au sein de cette métropole francilienne et que l'enjeu de la production de logements est majeur, parce que vous avez raison, si on n'arrive pas à loger les personnes qui travaillent dans cette zone dense, il y a les catégories populaires qui apportent tous leurs services à notre activité et au service public, et vous avez aussi des classes moyennes et des jeunes actifs qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver, ou alors qui sont obligés de mettre quasiment la moitié de leurs revenus dans la location d'un logement. Donc ça, c'est une première mesure. Pardonnez-moi juste encore un instant, Anne Hidalgo. Est-ce que c'est à ça que va servir la structure qui a été annoncée début mars par le Premier ministre, Métropole de Paris, qui est un établissement public qui va coordonner la question du logement, mais c'est une structure administrative. Ça va échapper à la décision politique, non ? Non, c'est une structure justement politique qui va être composée par les élus municipaux, les maires. Il faut que les maires soient là, bien évidemment, mais il faut aussi que la région, les départements participent, mais c'est une décision politique qui doit, et c'est une instance politique, sinon on reviendrait à une forme de centralisation et de reprise en main par l'État qui n'est pas du tout l'objectif, ni du gouvernement, ni des élus locaux. Donc moi je crois beaucoup à la capacité qu'aura cette unité de commandement. J'ai fait une autre proposition pour Paris, parce que le foncier disponible sur Paris se rétrécit. On a encore quelques zones d'aménagement, mais de moins en moins. Les tours. Non. Alors il y a bien sûr construire en hauteur, mais surtout la reconversion en cœur de ville de bureaux en logement. Vous savez, nous avons un parc immobilier de bureaux vétustes ou plus tellement adapté aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous construisons des bureaux nouveaux, notamment sur la couronne parisienne, tout autour du tramway qu'on a réalisé. Et à l'intérieur, ces bureaux qui aujourd'hui ne correspondent plus aux besoins des entreprises, nous avons là environ 200 000 m² de bureaux qui pourraient être reconvertis en logements. Vous avez les moyens de coercition pour obliger cette reconversion ? Non, mais moi, les moyens ne sont pas de la coercition. Il n'y a pas que la coercition. On peut, même si on est dans un pays qui aime la confrontation, on peut essayer de construire aussi quand même des partenariats. C'est ce que j'essaye de faire, et ils sont très partants pour le faire, avec notamment le secteur de l'immobilier, pour justement travailler sur quel modèle économique pour eux aussi, qui s'imposerait à nous pour transformer ces bureaux en logements. Brice Couturier. Alors il y a la question des tours. Hervé le disait à l'instant. La municipalité, la majorité socialiste avec Bertrand Delanoë propose d'augmenter la hauteur des bâtiments, pas seulement des bâtiments d'habitation qui pourraient aller jusqu'à 50 mètres, vous le dites, soit 15 étages, et au-delà pour les bureaux et les grands services publics. Aujourd'hui, on est confronté à Paris. Dans Paris, il y a un problème de taille, c'est que la surface au sol est très petite. Si on compare la ville de Paris avec la ville de Londres, intramuros, c'est carrément ridicule. Or, la ville est très densément peuplée. Vous avez un problème politique là, parce que non seulement la droite s'oppose à toute remise en cause du cadre haussmannien de la ville, qui est donc limité depuis le 19e siècle aux 37 mètres de hauteur, qui est le plafond de hauteur en vigueur. Et vous voulez le porter, donc je disais, à 50 mètres
pour les habitations, les immeubles d'habitation, et au-delà pour les immeubles de bureaux. Mais vous avez un problème de taille, vous n'y arrivez pas, parce que vos alliés, les Verts, ont fait de cette affaire un véritable tabou. Ils sont très scandalisés, comme beaucoup de gens d'ailleurs, par la tour Montparnasse, et ils ont peur qu'on multiplie les tours Montparnasse dans tout Paris, ce qui évidemment... Bon, pendant ce temps-là, il faut savoir qu'à Londres, vous avez des immeubles de 150 mètres de haut, et à Kuala Lumpur de 500 mètres. Donc nous, avec nos 37 mètres de haut, on commence à devenir un petit peu 19e. Qu'est-ce que vous pouvez faire politiquement pour lever cette opposition de vos alliés, les Verts? D'abord, on a déjà avancé, puisque ce tabou de la hauteur à Paris a été levé dans certains secteurs. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des tours, des immeubles de grande hauteur dans le cœur historique de Paris, mais on a des quartiers qui sont justement ces quartiers en couture avec nos voisins. Je pense à Clichy-Batignolles, je pense à Paris Nord-Est, Bercy-Charenton, dans le 13e entre Paris et Ivry. Là, nous avons déjà avancé et on a des projets d'immeubles de 50 mètres de logements qui vont sortir avec des grands architectes. Je pense notamment à la signature de Édouard François dans le 13e arrondissement, qui vont permettre justement de montrer qu'on peut habiter en hauteur, que cela permet aussi d'avoir plus d'espace au sol, de gagner en espace public. Vous savez, le modèle haussmannien, il est magnifique. C'est vrai, on a une ville extraordinaire. Mais le modèle haussmannien, aujourd'hui, on ne pourrait pas le développer parce qu'il est extrêmement, il prend beaucoup de foncier. Voilà, il prend beaucoup de foncier, il laisse peu d'espace disponible pour l'espace public. Et aujourd'hui, on voit bien, dans nos villes très denses, une ville très dense comme Paris, on a besoin d'immeubles de qualité qui répondent à des exigences environnementales, et ça c'est la condition sine qua non de toute construction, en hauteur ou pas à Paris. Et deuxièmement, il faut pouvoir offrir un espace public plus généreux pour qu'effectivement la ville soit plus pacifiée. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois qu'avec nos partenaires, ils ont accepté le principe, ils ont voté avec nous par exemple sur des aménagements, je pense à la Porte de la Chapelle, d'immeubles de 50 mètres de logement. Ils ne sont toujours pas d'accord sur les immeubles de grande hauteur, sur le tribunal de grande instance ou sur la tour Triangle. Mais là encore, je crois qu'il faut que notre ville ose, voilà, que notre ville ait un peu d'audace. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se transformer en Manhattan ou en Shanghai. Shanghai n'est pas un modèle pour moi, mais il faut quand même oser la création contemporaine et oser aller un petit peu plus haut que les 37 mètres. Et puisqu'on est un petit peu tous dans l'autopromo, ce matin, vous avez réussi à recaser votre slogan « Quand la ville ose ». Anne Hidalgo, est-ce que vous avez... C'est pas un slogan, c'est ça me colle à la peau. Est-ce que vous avez discuté de cette question des tours avec la ministre du Logement, comment s'appelle-t-elle déjà? Cécile Duflot, voilà, peut-être votre futur adversaire l'an prochain. On n'a pas parlé de la question des tours, mais je crois qu'elle est convaincue aussi par la nécessité de la ville dense. D'abord, elle fait un très bon travail et les mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement en matière de logement vont beaucoup nous aider. J'ai parlé tout à l'heure du Grand Paris, mais on pourrait aussi citer les mesures de la semaine dernière annoncées pour relancer la construction et le bâtiment pour pouvoir effectivement construire beaucoup plus de logements parce qu'il y a un déficit non seulement en région Île-de-France, mais d'une façon plus générale dans notre pays. Hubert. Bon, on va continuer à vous embêter avec vos alliés d'Europe Écologie avec un autre sujet traditionnellement explosif ou difficile, délicat dans toutes les municipales et à Paris encore plus, la bagnole. Alors, est-ce que vos alliés là ne sont pas un peu poussés au cri, mais qu'est-ce que vous prévoyez précisément pour cette fameuse circulation qui est un sujet, vous le savez bien, dès qu'on en parle, il y a des passions qui se déchaînent. On va en faire quoi de nos voitures? Alors d'abord, là-dessus, on n'a pas un énorme débat avec nos alliés. On est très ambitieux et très pragmatique. C'est vrai que le pragmatisme nous a poussé, par exemple, quant à la fermeture des voies des berges de Seine, de ne pas fermer complètement la rive droite, parce que là, effectivement, on aurait pu créer des embouteillages monstrueux. En revanche, réduire la place de la voiture parce que la voiture est la principale source de pollution et que la pollution est un problème de santé publique majeur, notamment dans nos grandes villes. Oui, moi, je suis très résolue à continuer à offrir des solutions alternatives à la voiture individuelle polluante parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, vous savez très bien, d'ailleurs, la France est mise en cause par Bruxelles. Vous savez
savez très bien mais que quand on bloque la circulation, est-ce qu'on ne contribue pas à augmenter la pollution? Aujourd'hui, Paris est congestionné. Non, Paris n'est pas congestionné. Il y a une diminution du trafic automobile. Vous savez, on roule pas moins bien à Paris aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Au contraire. Mais on roule beaucoup moins bien qu'à Londres ou à Stockholm. À Londres, ils ont mis un péage, et à Stockholm, la voiture est a quasiment disparu de la circulation. Donc, pas de péage à Paris. Je ne souhaite pas de péage à Paris. En revanche, je veux, dans le cœur de Paris, développer les zones 30. Je veux que autour des lieux qui sont fréquentés par les enfants, tous les lieux, écoles, gymnases, etc., on ait effectivement des zones 30 pour réduire la vitesse, parce que la vitesse, elle génère deux phénomènes. D'abord, des accidents. Il y a une accidentologie trop forte à Paris, il faut la réduire, mais aussi de la pollution, parce que plus on roule vite, plus il y a de la pollution. Donc voilà, moi, je vais continuer de façon... Plus on est bloqué, plus il y a de la pollution aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut offrir des solutions alternatives. Aujourd'hui, vous savez, seuls 7% des déplacements quotidiens à Paris sont faits en voiture individuelle. 7%. Donc, et le nombre de voitures par ménage a diminué de façon très importante. Mais les banlieusards qui n'ont pas le choix. Alors, pour les banlieusards et les personnes... Alors, je n'aime pas ce terme, hein, donc c'est vous qui l'avez utilisé. Donc, pour les habitants de la métropole qui n'ont pas le choix, il faut des transports en commun. Et c'est pour ça que le plan de mobilisation sur les transports, dans lequel nous sommes engagés avec la région Île-de-France, mais aussi avec l'État, va permettre beaucoup plus de transports de banlieue à banlieue. Parce que pourquoi aujourd'hui des habitants de banlieue passent par Paris, c'est qu'ils n'ont pas le choix de transport de banlieue à banlieue. Donc là, il y a des solutions à horizon de 2017 qui sont mises sur la table et mises en route. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Il faut continuer aussi, par exemple, des solutions alternatives comme Autolib. Autolib, ça marche. Ça marche vraiment ? Ça marche vraiment. J'en vois pas circuler beaucoup dans Paris. Non, je vous assure, on va arriver à... Pourtant, il y a des Vélib. Essayez-le et vous verrez, vous l'adopterez. Voilà, moi aussi je fais ma pub. Essayez Autolib, vous l'adopterez, je vous assure. C'est quand même une des solutions. Et ce sont des voitures électriques, donc qui n'émettent pas de particules et qui sont un autopartage vraiment à très grande échelle. Voilà, beaucoup d'autres pistes. Il faut continuer sur le vélo. Je pense au vélo en assistance électrique. Je pense à la place des motos aussi, qu'il faut améliorer sur notre espace urbain. Voilà, plusieurs pistes. Ça, c'est pour la circulation à l'intérieur de Paris. C'est vrai qu'il faut être honnête, quand on veut se déplacer à l'intérieur de Paris, c'est quand même pas si compliqué que ça. On peut prendre un vélo, on peut prendre les transports en commun. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand on veut aller à Paris. Il se passe un phénomène qui est assez classique. Dès lors que les transports en commun sont aménagés à l'extérieur de Paris, aujourd'hui, quand on rallonge une ligne de métro, par exemple, c'est que le prix de l'immobilier, on y revient, se met soudainement à flamber, et ça renvoie encore plus loin les personnes qui n'ont pas les moyens de se loger. Alors, est-ce qu'à travers le Grand Paris, par exemple, vous réfléchissez à des moyens pour que les populations les plus paupérisées ne se retrouvent pas encore plus éloignés de la capitale où certains vont sans doute travailler? Bien sûr, pour ça, il faut vraiment accroître l'offre de logement. C'est la solution sine qua non. Accroître l'offre de logement, c'est à la fois en logement social, parce qu'il y a des personnes qui... vous savez, à Paris, 70% de la population parisienne est éligible, c'est-à-dire rentre dans les critères. C'est pas qu'elle habite dans le logement social, mais elle est éligible. Donc vous imaginez, 70% de la population. Donc il faut continuer. Entre le moment où on est éligible et le moment où on obtient un logement, il se passe quand même beaucoup de temps. Ça vous donne une absurde, entre parenthèses. C'est une situation absurde. Oui. 70% sont éligibles, c'est-à-dire qu'il y a plus de 30% qui devraient payer plein pot. Alors, c'est une situation absurde. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est une indication sur la sociologie de Paris. Voilà. Moi, je le prends comme une indication sur la sociologie de Paris. Et donc, il faut continuer à faire du logement social, mais aussi du logement pour les classes moyennes qui ne rentrent pas, parce que le haut des classes moyennes ne rentre pas dans le logement social, et pour les jeunes actifs. Et il faut produire plus de logements. Ça aura un effet, bien évidemment, sur le prix de l'immobilier. Hubert. L'un des aspects qui est souvent souligné, commenté par rapport à la future bataille municipale de Paris, Anne Hidalgo, Nathalie Kosciusko-Morizet, Cécile Duflot, on parle d'une bataille de femmes. C'est réducteur pour vous ou bien c'est quand même un symbole intéressant? Non, c'est quand même un symbole intéressant, c'est quand même une grande première, c'est une grande ville magnifique qui va être regardée bien sûr à l'échelle nationale et au-delà. Non, c'est très, je trouve, significatif d'une évolution politique. Paris est une ville très
progressiste. Donc c'est une ville dans laquelle les femmes se disent elles ont leur chance parce que là, les citoyens considèrent qu'on est crédible et compétente. Au moins, on n'aura pas le procès en compétence qu'on a toujours quand on s'affronte à des hommes. Donc ça, c'est très bien. Moi, je prends ça comme une très bonne nouvelle. Une bataille de femmes. Ah, peut-être pas. Peut-être que le candidat de l'UMP sera un homme. Pourquoi pas Pierre-Yves Bournazel, candidat à la primaire de l'UMP. Ils sont 6, je crois, aujourd'hui. Il sera l'invité demain du journal de France Culture à 12h30. Ah oui, à l'UMP, il va y avoir des primaires. Ce ne sera pas le cas, manifestement, au Parti Socialiste. Jean-Marie Le Guen s'est rallié à votre candidature. Est-ce que vous regrettez pas un petit peu, vous qui, dans votre livre, dites c'est formidable les primaires. Là, il n'y en aura pas au PS. Vous êtes fait piquer l'idée par la droite, une fois de plus. Non. D'abord, les primaires, c'est très bien quand on doit départager des personnes, un leadership, quand on doit départager des propositions différentes. Il se trouve que j'ai rassemblé, je ne m'en plains pas, je vous assure, partir rassembler, un politique qui ne rassemble pas, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Hein. Donc voilà, moi j'ai rassemblé, je suis contente de cela et ça nous permet de partir avec plus de force. Et puis la droite organise une consultation sur Internet, hein, pour l'instant. Ce ne sont pas des primaires comme celles qu'on avait organisées, mais bon, voilà, c'est très bien. Et ils ont opté pour une méthode de désignation différente de celle qu'ils avaient jusqu'à présent. Il faut en prendre acte. Mais moi, je suis vraiment contente d'avoir rassemblé et d'être déjà dans le projet, dans le dialogue avec les Parisiens. Nous, on a réglé la question du leadership.